Bonjour Jean. Oui, je te présente. Voilà, le temps que tu nous rejoignes, tu as présenté un mémoire de master en ingénieur industriel à la Haute École en Hainaut-Mons. Son titre, Autoconsommation collective, le partage de l'énergie au sein d'une communauté, et ta promotrice est Émilie Delchevalerie, qui est maître assistante en mécanique, électromécanique et énergie au département sciences et technologies de cette Haute École en Hainaut. Jean, si tu es bien avec nous, j'avoue que moi, je ne te vois pas encore apparaître. Vous ne me voyez toujours Là, pas? ben voilà, là, je Ah, te si. vois. Oui, mais dans les Voilà, petites vignettes, voilà. Ben écoute, c'est voilà. à toi. Alors, je vais partager ma présentation ou sera-t-elle partagée automatiquement? Ah, voilà. Donc, bonjour à tous. Si vous êtes propriétaire aujourd'hui d'une installation photovoltaïque, ce sujet vous concerne. Alors, l'autoconsommation collective, qu'est-ce que ce terme désigne? Ce terme est apparu pour la première fois dans la législation européenne au sein d'une directive sur le marché de l'électricité. Il signifie que les citoyens européens pourront bientôt partager de l'électricité via le réseau public et une électricité renouvelable. Comment tout ça peut fonctionner? Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus d'installations photovoltaïques émerger sur les toits des maisons et des immeubles en Belgique. Les propriétaires de ces installations photovoltaïques sont aussi appelés des prosumeurs, consomment une partie de l'électricité qu'ils produisent via leurs panneaux solaires, autour de 30% en général. Cela signifie que 70% de l'électricité produite par les panneaux est perdue sur le réseau public. Perdue, pas vraiment. En fait, le prosumeur bénéficie actuellement d'un mécanisme de rachat de l'électricité intéressant. Mais ce dernier mécanisme viendrait bientôt à être modifié, réduisant ainsi la rentabilité éventuelle de la revente d'électricité sur le réseau public. D'un autre côté, l'électricité qui est injectée sur le réseau public ne va jamais très loin. En effet, ce sont bien généralement les voisins qui consomment à proximité de l'habitation qui vont consommer cette électricité. Mais ces derniers achètent leur électricité à un fournisseur d'électricité avec qui ils ont contracté un contrat, donc un abonnement d'électricité. Serait-il donc possible que ces voisins puissent racheter une partie de l'électricité à ceux ou ces prosumeurs? Voilà le sujet de mon travail de fin d'études. Avant tout, il faut qu'il y ait un cadre légal qui puisse encadrer cette pratique. Actuellement, en Belgique, on ne peut pas vendre son électricité à son voisin. Pour ce faire, il faut donc mener des études. On appelle ça des projets pilotes. Et ces projets pilotes permettront de nourrir ce futur cadre légal. Et c'est ce que l'on a mené à Bruxelles en 2020, à Gensoren, une commune bruxelloise, où la première communauté d'énergie renouvelable de Belgique fut créée. Celle-ci est constituée d'une école qui dispose d'une très grande installation photovoltaïque, mais aussi de voisins et de commerces qui sont à proximité de l'école. Et ces derniers ont décidé aujourd'hui d'acheter une partie de leur électricité à l'école. Ainsi, une économie locale est créée. Bientôt, il y aura d'autres types de projets qui vont émerger en Belgique pour nourrir cette législation, intégrant d'autres types de configurations, comme par exemple un immeuble à appartement où l'électricité serait distribuée entre les locataires de l'immeuble. Aujourd'hui, l'enjeu est aussi d'intégrer un public cible qui fut souvent exclu de la transition énergétique, c'est-à-dire un public précarisé, qui pourrait être le premier acteur à bénéficier d'une électricité moins chère et renouvelable. Un autre avantage qui sera également permis grâce aux communautés d'énergie renouvelable est que des personnes n'ayant pas les moyens financiers d'investir seules dans une installation photovoltaïque, ou bien parfois ne sont pas propriétaires de leur logement, pourront investir ensemble dans une installation photovoltaïque collective. Ainsi, on voit qu'à travers l'émergence de ces communautés d'énergie renouvelable, des objectifs sociaux et environnementaux viendront en priorité dans cette transition énergétique avant les objectifs économiques. Ainsi, donc, on verrait des économies locales se créer, des citoyens se rassembler ensemble pour discuter de la thématique de la transition énergétique.
Et voilà le sujet de mon travail de fin d'études. Merci. Formidable, merci, merci à toi Jean. Pour t'entendre encore, mais j'invite tous ceux qui sont avec nous ce matin à se brancher sur la première jeudi prochain, ce sera le 29 avril à 10 heures. Tu seras invité de Véronique Tiberghien dans Tendance Première. Voilà, rendez-vous est pris. Si vous avez déjà des questions pour Jean, n'hésitez pas à les poster dans le fil de la conversation. Alors, ta promotrice, Émilie Delchevalerie, n'a pas pu être présente ce matin, alors je vais donner la parole à Jérémy Levin, qui représente aujourd'hui le jury en ingénierie soutenable. Jérémy, vous êtes actuellement chef du département entreprise à risque au sein de Bruxelles Environnement et précédemment, vous avez été responsable de la recherche stratégique pour la région bruxelloise et l'un des coordinateurs du plan régional bruxellois en économie circulaire. Jérémy, quelle a été la position du jury par rapport à ce travail de Jean? Juste une petite précision, mon CV Oui. a évolué depuis, mais c'est pas très Ah, grave. je suis désolée, Il n'y a pas de souci. j'ai fait avec ce que j'avais, mais dites-nous. Alors, ce projet aborde une thématique forte, l'efficience énergétique, qui devient de plus en plus un enjeu sociétal important. Ce que le jury a beaucoup apprécié, c'est de voir un mémoire qui était vraiment ancré dans le réel, avec un case study de terrain qui a abouti au terme d'une recherche à un travail qui était complet et systémique. Et c'est vraiment cette vision du problème à 360 degrés, dépassant largement les aspects techniques, en étudiant à la fois les impacts économiques, juridiques, et aussi une attention particulière au dialogue entre consommateurs et producteurs et à l'expérimentation, à l'expérience collective. Ce sont tous ces aspects qui ont conduit le jury à choisir de mettre ce projet en avant lors de la sélection. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy. Et on serait quand même intéressé de savoir comment a évolué votre CV, hein, si vous voulez le préciser. Oui, je suis retourné à Innoviris en fait et je m'occupe de l'écosystème innovant, donc Ok. des financements structurels pour aider la recherche et l'innovation. Voilà, Formidable, merci. Ben, on se retrouvera encore dans à tout de quelques suite. minutes, évidemment. Alors, première question pour toi, Jean. Très beau projet. As-tu déjà eu l'occasion d'avoir des retours du monde politique, vu que ça implique un changement de législation? Oui, oui, à la fois durant mon travail de fin d'études, donc quand j'étais encore étudiant, on travaillait justement avec le monde politique pour réaliser des dérogations à la loi existante pour pouvoir créer ces projets pilotes. Donc, on autorisait de manière momentanée sur une zone géographique restreinte des gens à partager leur électricité. Et donc, là, on a eu un premier contact justement avec ce monde politique. Et actuellement, on est en train aussi, parce que je poursuis mon travail de fin d'études, en fait, parce que maintenant, je travaille vraiment là, sur cette thématique. Et donc, maintenant que les projets pilotes ont été créés et qu'on a des premiers retours d'expérience, il faut construire cette législation, ces futurs cadres légaux qui encadreront en fait les différentes pratiques qui pourraient exister de partager son électricité, de vendre son électricité. Et donc, pour cela, éventuellement, il y a un échange qui se fait entre les différents projets pilotes, les différents acteurs qui travaillent là-dedans. Donc oui. Alors, avec la nouvelle réforme des entreprises, les entreprises collectives, coopératives ont été négligées, alors que ce genre de projet devrait prôner la collectivité. Comment privilégier ces entreprises alors que nos législateurs les négligent, du moins avec cette dernière réforme? Oui. Alors, comment privilégier les entreprises? Ça, je ne sais pas encore exactement. Je ne pourrais pas dire dans la future législation comment elle sera construite. Elle va probablement bientôt sortir au cours de l'année. Maintenant, oui, il y a éventuellement des publics cibles qui doivent être ciblés justement par cette future pratique de l'énergie. Alors, il y aura éventuellement des acteurs pour lesquels ce sera moins rentable économiquement, peut-être que ce sera moins praticable. Et donc, quelque part, c'est pour ça qu'il faut réaliser plusieurs sortes de projets pilotes
pas uniquement, par exemple, une communauté constituée de citoyens, mais il faut aussi éventuellement créer une diversité de communautés intégrant des entreprises, des copropriétés, des coopératives, pour voir un petit peu où est-ce que ça fonctionne et où est-ce que ça fonctionne pas. Et de là, éventuellement, il pourrait y avoir des aides ou des incitants économiques pour ces endroits où éventuellement ce genre de partage est un peu plus dur à appliquer, à instaurer. Mhm. Alors, est-ce que tu sais ce qui a motivé cette législation qui empêche les gens, enfin, de produire? Produire, on peut toujours, mais surtout de vendre leur propre énergie. Alors, il n'y a pas vraiment une législation qui empêche les gens de vendre et de produire. C'est plutôt qu'on avait une législation actuelle d'un marché de l'électricité actuel, donc aujourd'hui qui est très centralisé. Et donc, en général, il y a quelques années, on achetait notre électricité à un fournisseur d'électricité. Donc ça, c'était le marché actuel. Ensuite est venue l'émergence des énergies renouvelables qui sont beaucoup plus décentralisées. Et donc, quelque part, la législation actuelle doit être remise à jour. Alors, au début, on l'a un peu modifié en autorisant, par exemple, des gens à installer des panneaux solaires sur leur toit et à consommer leur propre électricité. Et maintenant, on va essayer d'aller au-delà de cela. Donc là, maintenant, on est en train de réfléchir à comment est-ce que ces gens pourront vendre leur électricité à des voisins. Actuellement, par exemple, suivant les pays qu'on a en Europe, ces gens peuvent revendre leur électricité à des fournisseurs d'électricité qui, eux, ont quelque part des licences pour acheter et revendre de l'électricité. Et donc, quelque part, il faut modifier la législation actuelle pour autoriser maintenant les gens à produire, à autoconsommer, à stocker et à revendre leur électricité de manière collective. Donc, c'est une modification. Pardon, sans le micro, c'est moins bien. On nous demande, est-ce que la distribution, qui reste un monopole, n'est pas la plus grosse contrainte? Alors, parmi tout le projet pilote que j'ai mené, et qui a été décrit aussi dans mon travail de fin d'études, il y avait notamment la question du tarif, c'est-à-dire, voilà, pour qu'un projet soit quelque part rentable économiquement, au moins pour que les participants puissent acheter de l'électricité au prix du marché ou au bien ou un petit peu moins cher, il fallait un petit peu voir de quoi était composé ce tarif. Et donc, il y a maintenant une question qui se pose sur, voilà, lorsque je vends mon électricité à mon voisin, si cette électricité transite par le réseau de distribution, parce que voilà, créer un réseau privé, ça serait très peu rentable économiquement, hein. Imaginez de relier toutes les maisons avec des câbles électriques, ce serait assez embêtant. Et donc, utiliser le réseau public existant, c'est qu'on l'utilise quelque part. Et puis, pour mener ce genre de projet, il faut aussi, par exemple, intégrer des compteurs communicants. Ces compteurs communicants sont de la propriété, par exemple, du gestionnaire de réseau, qui va s'occuper de collecter justement ces données, d'organiser le partage d'énergie et puis d'envoyer les données aux différents membres. Et donc, quelque part, en faisant cela, il faut utiliser le réseau de distribution et donc voir quel tarif on va placer en fait pour l'utilisation de ces réseaux, qui sera peut-être moindre que, par exemple, lorsque l'on consomme de l'électricité qui vient de l'autre bout de la Belgique et qu'elle doit transiter par plusieurs lignes haute tension, basse tension, moyenne tension. Et donc là, c'est une réflexion, c'est de savoir un petit peu, est-ce que mettre un tarif pour utiliser quelques centaines de mètres du réseau peut suffire justement, ou bien est-ce que ça pourrait éventuellement créer, dans le cas où toutes ces communautés viendraient à se développer de plus en plus, à créer peut-être un problème économique d'instabilité parce que voilà, on modifie énormément l'aspect actuel de l'économie, du marché de distribution. Donc tout ça, ce sont des questions qui ont été posées durant mon travail d'études et qu'on se pose, sur lesquelles on travaille toujours actuellement, que ce soit à Bruxelles ou bien en région wallonne. Et si on utilise le réseau de distribution existant, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de grosses installations techniques à prévoir, qu'on peut finalement travailler avec les installations qui existent à l'heure actuelle. Voilà, oui. Éventuellement, le but, c'est aussi de voir
si les énergies renouvelables viennent de plus en plus à augmenter sur un réseau public existant, de voir, par exemple, à certains moments où l'été, il y a énormément de production solaire, photovoltaïque, mais que les gens ne sont pas chez eux parce que justement il fait beau, donc tout le monde est à l'extérieur, de voir qu'est-ce qui se passe sur le réseau. Et peut-être que ce genre de communauté d'énergie renouvelable qui intégrerait aussi peut-être une notion de flexibilité, c'est-à-dire qu'on va essayer de dire à ces gens qui sont dans des communautés, voilà, vous pouvez consommer de l'électricité renouvelable, mais si vous ne consommez pas cette électricité au moment où elle est produite, vous perdez l'intérêt. Et donc, l'intérêt, ce serait aussi de voir sur une petite maille du réseau, de voir si les gens pourraient éventuellement changer leur comportement lorsqu'il est en fait intéressant économiquement. Par exemple, en été, comme je le disais, s'il y a énormément de production solaire, peut-être qu'il existe des moyens pour que des particuliers ou des commerces puissent consommer l'électricité à ce moment précis plutôt qu'en soirée, par exemple. Donc, on va parler de déplacement de consommation. Et donc, tout ça, ça permettrait éventuellement d'accueillir plus de renouvelables que ce qu'on pensait sur le réseau public existant, et justement de voir si la flexibilité et l'intermittence des énergies renouvelables dont on parle souvent, quelles sont les conséquences de tout ça. Merci beaucoup, Jean. On sent que tu connais ta matière, hein. En tout cas, merci beaucoup.